Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce lundi 29 mai 2023, en direct de nos studios de Douala. Première escale en kiosque. Découvrons ce que nous proposent les journaux ce matin. On commence avec la nouvelle expression qui s'intéresse au JICAM. Les sages disent non à la dissolution, nous apprend la nouvelle expression. Le comité des sages du groupement interpatronal du Cameroun demande à son président Célestin Tawamba de suspendre toutes les activités liées à l'accord de fusion entre le JICAM et l'ECAM. Le journal revient sur les résolutions ou le compte rendu de la réunion du comité des sages tenue le 25 mai dernier à Douala. Le journal L'économie du Cameroun en fait également sa grande une, fusion JICAM et CAM. Le conseil des sages dit stop, titre le journal ce matin. Il est demandé au président sortant du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, d'interrompre son projet de dissolution du patronat camerounais. D'autres détails en page 3 de l'économie quotidienne. À la une de mutation, fusion JICAM et CAM, trêve de manipulation, titre l'édition de mutation de ce matin. Dans une mise au point, Henri Fosso, membre du comité des sages du groupement interpatronal du Cameroun, affirme qu'il faut laisser les organes élus décider de l'avenir du patronat. D'autres détails en page 8 du journal Mutation. Cameroun Tribune de ce lundi s'intéresse à la téléphonie mobile, des amendes et après s'interroge le journal à sa grande une pour l'agence de régulation des télécommunications qui a lourdement frappé les opérateurs jeudi dernier, près de 6 milliards de francs CFA à payer en tout. Les fonds recouvrés à la suite de ces sanctions seront investis dans l'acquisition de nouveaux équipements de contrôle, écrit Cameroun Tribune. À la une du journal Econos de ce matin, port autonome de Kribi, une niche d'opportunités pour les PME, titre Econews. Le tome à la demande du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et du port autonome de Kribi ont signé vendredi dernier à Kribi un accord cadre de partenariat. Comment les PME peuvent en tirer profit, s'interroge le journal. Élément de réponse dans l'analyse du journal Econews. À la une du journal Le Jour de ce matin, drame, 16 morts dans un accident de circulation à Edea, titre Le Jour. Les victimes allaient inhumer un membre de la famille à Ezeka vendredi dernier lorsque le pire est survenu à la suite d'un mauvais dépassement. Vous aurez d'autres précisions dans les colonnes du quotidien Le Jour. À la une du Confidentiel, accident de la circulation, Douala-Yaoundé, l'axe de la mort, titre l'hebdomadaire Confidentiel. Plus de 9 ans après le lancement du chantier de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, les travaux sont toujours au point mort. Les usagers de cet axe accidentogène continuent de rouler sur une voie unique jonchée de nids de poules. Le chantier engagé en fin 2014 est prévu par tranche portait sur la construction d'une autoroute 2x2 voies. Qu'est-ce qui fait problème? Jusqu'à quand continuerons-nous à pleurer nos morts à cause du piteux état de la nationale numéro 3? S'interroge Confidentiel. Élément de réponse en page 6 et 7 de l'édition disponible en kiosque ce jour. À la une d'émergence ce matin, accident de la route encore. 16 morts à aider à titre le quotidien Émergence qui revient également sur cet accident sur la route nationale numéro 3. À la une du Messager mondial 2022, mandat à la FECAFOOT, affaire Onana. Eto fait son aggiornamento, titre le Messager. Les grandes leçons à retenir des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football tenue ce week-end à Yaoundé, à lire dans les colonnes du journal Le Messager. Et voilà l'essentiel des parutions sélectionnées dans le cadre de cette émission. On en parle avec nos invités en plateau. Ils sont déjà là. Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kanga, bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je dis également bonjour aux copanélistes que vous aurez le loisir de présenter dans un instant. Le temps pour moi d'interpeller les autorités de la ville de Douala avec votre permission pour se questionner sur l'importance des travaux du chantier routier qui a lieu du côté de Stécicam. On met du bitume sur du bitume alors que nous savons qu'il y a des endroits dans la métropole économique où il n'y a pas le moindre bitume, où les populations souffrent le martyre. Prenez l'axe qui sépare Bepanda en allant du côté de Bonomoussa, il n'y a pas de route du tout. Les populations souffrent le martyre au quotidien, surtout le matin. Mais on trouve quand même opportun de mettre du goudron sur du goudron dans quelques parties de la ville de Douala. On vous a entendu, cher monsieur, en face de vous pour décrypter l'actualité ce matin. Bernard Batana, bonjour Bernard et bienvenue.
Bonjour à Chilkamga, bonjour à Thierry Niopé. Je dis bonjour particulier à tous ces élèves qui aujourd'hui affrontent les examens de fin d'année. Il est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la saison des examens qui commence. Et nous disons du courage et bonne chance à tous ceux qui vont approcher les examens officiels cette année. Courage donc à ces candidats aux différents examens officiels de fin d'année scolaire. Allez, commençons donc le décryptage de l'actualité avec cette actualité qui revient abondamment à la une de certains journaux ce matin au sujet de la fusion JICAM et CAM. La nouvelle expression nous apprend ce matin que les sages disent non à la dissolution. Thierry Niopé, je commence par vous. Ça fait pas mal de semaines qu'on parle de cette actualité-là, fusion JICAM et CAM. Les sages se sont réunis le 25 dernier qui disent non justement à cette dissolution-là. Oui, c'est depuis le 5 avril que les médias ont appris que le président du JICAM et celui de CAM, notamment JICAM, M. Taramba et CAM, protéairement ont signé justement une fusion qui avait en perspective de dissoudre d'une manière ou d'une autre JICAM, qui est la principale, la plus grande organisation patronale du Cameroun, pour laisser certainement éclore une nouvelle organisation patronale aux côtés des autres comme le MECAM ou le Syndustricam. Et apparemment, c'est une décision qui n'a pas été du goût du comité des sages qui s'est réuni, je crois, il y a 3 jours, pour essayer de réfléchir sur l'avenir de cette organisation patronale-là. Il se trouve justement que la décision de Célestin Taramba n'a pas été du goût de ces anciens présidents du JICAM et vice-présidents de cette organisation patronale du Cameroun, groupement interpatronal du Cameroun, qui ont donc décidé de demander à Célestin Taramba de surseoir à cette décision, le temps pour eux justement de continuer à réfléchir sur, et également d'interpeller le président des CAM pour qu'ils viennent peut-être pour apporter davantage d'éléments, d'informations autour de cette fusion-là, afin que l'on maîtrise les tenants et les aboutissants. Mais il y a également beaucoup de non-dits, certainement nous en parlerons tout à l'heure dans le cadre de cette signature-là et au cours de cette réunion. Beaucoup de choses ont été dites, mais pas inscrites dans le procès verbal signé à l'issue de cette grande rencontre-là. Donc, tout à l'heure, certainement, on reviendra sur les petits détails et qui ont fuité dans les coulisses pour permettre justement aux téléspectateurs de comprendre les tenants et les aboutissants. Tout à fait, on va revenir là dans le fond en comble sur cette actualité-là. Le temps que Bernard Batan dise un mot pour son premier jet. Alors, après la fusion annoncée du 5 avril, il y a eu des sons discordants au sein même du JICAM. On attendait le conseil des sages, voilà, qui sont réunis. Ils ont donné leur position. Ils disent stop à cette fusion-là, comme l'a titré l'économie du Cameroun ce matin. Effectivement, la discorde transpire des titres qui ont barré les unes des tabloïds d'aujourd'hui. On peut les reprendre. Les sages disent non à la dissolution. Célestin Taramba désavoué. Trêve de manipulation. Le conseil des sages dit stop. Peut-être pour comprendre le problème, il faut rentrer dans les fondamentaux même. Le JICAM, c'est quoi? C'est le groupement interpatronal du Cameroun, c'est-à-dire qui regroupe en son sein les patrons d'entreprises et les groupements d'entreprises. Voilà les membres du JICAM. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème? C'est que le 25, je crois que c'était le 25 avril dernier, ECAM, entreprise du Cameroun, qui est un autre groupement d'entreprises, a décidé de fusionner avec le JICAM, qui est le groupement interpatronal. Et cette décision a été motivée par le président de ECAM, qui n'est autre que Protais Ayama, par le fait qu'on voulait un groupement interpatronal fort pour être un interlocuteur fort face au pouvoir public, un secteur privé fort. Nous pensions en son temps que c'était une très bonne initiative. Et puis, les journalistes, effectivement, avaient émis une réserve, celle de savoir pourquoi est-ce que, lors de cette annonce de fusion entre ECAM et JICAM, il n'y a pas un certain nombre d'acteurs économiques.
en l'occurrence les anciens présidents du JICAM, qui devaient être là pour entériner cette action qu'on trouvait une action économique forte. Et puis, aujourd'hui, on n'est pas très surpris de savoir que les sages montent sur le créneau pour dire non à la dissolution. Mais nous avons l'impression que les sages donnent une réplique juridique à un problème purement économique. Parce que eux, ils s'appuient sur l'article 17 des statuts du JICAM qui veulent que, avant toute action, que les sages soient consultés. Mais nous pensons que autant la décision de fusionner le JICAM à ECAM était une décision forte qui faisait du secteur privé une entité forte et qui pouvait, à la limite, répercuter au niveau des pouvoirs publics, être un interlocuteur fort. Parce que, justement, le JICAM, sous la houlette de Célestin Tawamba, a posé un certain nombre d'actes qui sont appréciables à leur juste valeur. C'est-à-dire des rencontres avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire faire des pressions pour que les pouvoirs publics essayent de baisser la pression fiscale qui pèse sur les acteurs économiques. Nous pensons, à notre avis, que le problème du JICAM est un problème purement économique. Le comité des sages, autant que l'actuel président du JICAM, devait s'asseoir sur une même table pour trouver un terrain d'attente. Parce que nous pensons que les conférences et les points de presse ne sont pas de nature à apporter un plus à notre économie. Si tant il est vrai que le JICAM a pour objectif principal, à la fin, le bien-être des populations, ce bien-être passe par un mouvement fort qui puisse apporter des solutions à la vie économique des citoyens. Voilà, Thierry Nopesa est certainement les arguments qu'ont donné les deux présidents en tête de cette fusion-là, mais quand même à l'interne, les gens n'étaient pas d'accord avec eux. Il y a même plusieurs noms dits. On a parlé par exemple du mandat qui devait avoir échéance, qui ne devait pas être renouvelé. C'était un subterfuge pour être à la tête du patronat, etc. Il y a d'autres noms dits dont vous voulez nous faire part ce matin également. Mais voilà, vous avez déjà évoqué le fait que le président, que le mandat du président actuel, M. Célestin Tawamba, tire à sa fin. Et selon les informations que nous avons, en fin décembre 2023, il devrait rendre son tablier pour permettre qu'à une autre personne de présider aux destinées du JICAM, parce qu'il a son deuxième mandat et selon les tests du JICAM, il ne pourrait pas se représenter pour un troisième mandat, tel que vous le releviez tout à l'heure. Et le fait de procéder à la fusion et à la dissolution du JICAM, ramener les compteurs à zéro, lui permettant de se représenter à la tête de cette structure, de cette institution patronale. Il faut également dire qu'en le faisant, d'une manière ou d'une autre, il aurait été de fait président et certainement Protais Yagma, vice-président ou membre du conseil d'administration. Donc, le comité des sages a certainement vu cela venir et a décidé de passer outre cette fusion-là, au point où de se proposer même d'engager un cabinet international pour réviser tout ce qui a été fait jusqu'à présent, afin de permettre aux membres de savoir exactement, de comprendre les tenants et les aboutissants d'une pareille démarche. Il faut également dire que les défenseurs de la thèse des sages pensent que même en termes de représentation, ECAM aurait gagné à s'affilier simplement au JICAM, parce que même en termes de représentation, le JICAM revendique quand même près de 1000 adhérents. C'est un regroupement qui a été créé il y a 66 ans. On regroupe à peu près 27 grands groupes. Par rapport à ECAM, pour l'instant, en termes de statistiques, on n'est pas suffisamment assez clair, mais on sait quand même que c'est un regroupement qui a été créé il y a 14 ans, donc en 2009, et c'est un regroupement qui revendique à peu près 200 adhérents,
comparativement au JICAM, vous voyez bien que il n'y a pas réellement de matière en débattre. Et quand on regarde également en termes de patrimoine, ECAM n'en parle pas suffisamment, alors que tout le monde sait que le JICAM a, en termes de biens mobiliers et immobiliers, on cite par exemple le siège qui est non loin, au cœur de la cité économique, Bonandior. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu et qui ont certainement amené les responsables ou les défenseurs de la thèse du comité des sages de tout faire pour surseoir à cette décision. Alors on espère simplement que, Bernard l'a dit tout à l'heure, que ce regroupement qui a quand même réussi à faire bouger les lignes depuis pratiquement 66 ans ne soit pas ébranlé par cette crise en interne et que les uns et les autres seront tirés parti de ces divergences-là pour qu'on ait une organisation patronale suffisamment forte, parce qu'il n'y a pas que ECAM, il n'y a pas que le JICAM, il y a également le Syndustricam, il y a le MECAM et plusieurs autres regroupements interprofessionnels qui garantissent également la liberté et l'indépendance de ces chefs d'entreprise-là. Donc, vivement que cette crise en interne connaissent un dénouement favorable d'ici à là. Bernard Batana, on va sortir par là rapidement. Je veux qu'on s'attarde sur la une de mutation, c'est important, on va le découvrir pourquoi. Il y a M. Fosso qui s'exprime dans les plans de mutation, il fait partie du Conseil des sages, il fait une nuance, il dit qu'effectivement le Conseil des sages fait partie des 4 organes du JICAM, mais c'est simplement un organe qui est là pour préserver les valeurs et les principes du JICAM. Donc le Conseil, ça ne décide pas. Même s'ils ont donné leur position, il dit bien qu'il ait ses organes qui élus faire leur travail. Il s'agit là d'une crise politique qui s'invite dans un environnement économique. Il y a incompatibilité. Qu'est-ce que cela vient chercher ici? Si on pense que Tawamba ne peut pas faire l'affaire, mais quand on attend le jour des élections, qu'on ne le vote pas, c'est aussi simple que cela. Mais en attendant, il est le président du JICAM. Il peut poser des actes. Il peut prendre celui de poser des actes qui engagent le JICAM. Parce que c'est lui le président. En respectant les statuts, bien sûr. En respectant les statuts. Bon, maintenant, en respectant les statuts, moi je pense que on est en train de poser un faux problème. L'objectif principal du JICAM, c'est d'assurer un bien-être. Mais laissez quand même Tawamba travailler et voyez à la fin de son mandat qu'est-ce qu'il a fait, quelle a été l'influence de son travail, par exemple, sur la croissance du PIB, sur la croissance de l'économie, sur l'environnement économique du Cameroun. C'est à ça qu'on peut le juger et non à des actions purement politiques. Ouais, Bernard, le fait que Bernard prenne cette position est assez ambigu. Il faudrait que les téléspectateurs le comprennent. Célestin Tawamba est certes le président du JICAM, mais il n'a pas le droit de vie et de mort sur une institution patronale comme celle-là, parce que la fusion va immédiatement entraîner la dissolution du JICAM, qui a réussi, comme nous l'avons démarré, bien sûr, à tenir depuis 66 ans. Je vous rappelle que le JICAM, c'est 66 ans et CAM, c'est 14 ans de vie. Et je vous rappelle en même temps que c'est une décision, Bernard, qui devait intervenir après la rencontre du conseil d'administration, qui est d'ailleurs prévue, je crois, demain, d'ici le 30 mai, après l'Assemblée générale ordinaire, qui est prévu, je vous rappelle certainement, d'ici le 3 juin 2023. Donc, c'était au terme de ces différentes rencontres, parce que seule l'Assemblée générale ordinaire a qualité, justement, de donner le pouvoir au président du JICAM d'arriver jusqu'à ce type de décision, parce qu'elle implique quand même près de 1000 adhérents. Il s'agit d'une organisation patronale qui a à son sein plus de 1000 adhérents et beaucoup d'organisations. Donc, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Voilà, moi je pense que ce ne sera pas un truc de ping-pong. Nous avons au JICAM un président qui pose des actes, qui engage le JICAM. Vous l'avez dit, ok. Voilà, on va laisser le lecteur de se procurer les différents journaux qui traitent de cette actualité-là. Fusion JICAM et CAM et la position du Conseil des sages du JICAM. Prenons d'autres sujets d'actualité. Parlons de ce
drame survenu sur la route nationale numéro 3. C'est une actualité triste donc, qui a bouleversé les Camerounais en fin de semaine dernière. 16 morts dans un accident de la circulation sur l'axe Yaoundé-Douala aux encablures d'EDA. Les journaux en parlent ce matin. 16 morts, nous dit le quotidien Le Jour. Je commence par vous, Bernard Batana. Là, vous avez suivi certainement cette actualité-là. Triste, des gens qui allaient enterrer un corps et qui perdent finalement la vie dans ces circonstances-là. Alors, les accidents de la circulation deviennent un fléau pour le Cameroun. C'est-à-dire que les accidents de la circulation font plus de victimes que le paludisme, le sida et le coronavirus réunis. C'est un problème sérieux. Mais il se passe que chaque fois qu'un accident se produit, on vient pour gérer les conséquences. En 2 semaines, le Cameroun a perdu 30 personnes, une trentaine de personnes, dû aux accidents de la circulation de 2 compagnies, au nord là, et puis ce qui s'est passé à Edea. Nous pensons que les pouvoirs publics devaient prendre en main cette situation. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les pouvoirs publics doivent être mobilisés pour lutter contre les accidents de la circulation. Il ne s'agit pas pour le ministre de venir dire les condoléances. Et à chaque fois qu'il y a un accident de la circulation, le ministre va sur le terrain pour dire des condoléances aux familles. Mais qu'est-ce qui est fait? Parce qu'il ne s'agit pas, il faut résoudre les causes des conséquences et non intervenir sur les conséquences. On ne peut pas traiter un mal par ses conséquences, mais bien par ses racines. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter qu'il y ait autant d'hécatombes dans nos rues, sur nos routes? Vous avez quelques éléments de réponse? Mais quelques éléments de réponse, il faut trouver des alternatives. Il y a le train, il y a l'avion. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revoir, si tant il est vrai que les villes de Douala, qui est la capitale économique, et Yaoundé, qui est la capitale politique, sont sollicités et par généralement par les agents, les acteurs de l'économie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas axer le levier sur le train pour qu'il y ait une alternative de voyage? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir du côté de l'avion pour remettre le vol au niveau du citoyen moyen? Voilà une alternative. Et pour l'instant, il y a la route. Et puis la route. Pas le moyen, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et puis la route. Il n'y a pas les trains, l'axe lourd, ce qu'on appelle l'axe lourd Douala-Yaoundé, a déjà fait autant de morts qu'il faut, comment on dit, qu'il faut accélérer les travaux. Parce que vraiment, on a quand même enregistré beaucoup de morts pour que, pour que cet axe lourd soit, comment on dit, fait par palier. Il faut que l'autoroute Douala-Yaoundé soit effective. Sinon, on va continuer à pleurer les morts. C'est la seule solution. Hein. Il n'y a pas d'autre solution à apporter. La solution, c'est que l'autoroute, qui est des routes en un sens, ceux qui vont à Yaoundé vont de ce sens, ceux qui viennent à Yaoundé vont de l'autre sens. Au moins là, on pourra respirer un peu avec cette histoire d'accident de la circulation. C'est justement l'angle qu'a abordé le journal Le Confidentiel ce matin pour évoquer cet accident-là. Vous avez parlé, Thierry Nopé, de cette autoroute-là qui traîne encore véritablement à être achevée. Cet axe de la mort, l'axe Yaoundé-Douala, donc vous avez baptisé dans votre journal ce matin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire véritablement? Déjà, un mot sur l'accident et puis l'angle que vous avez abordé ce matin avec Le Confidentiel. Je crois qu'en réalité, tout a été dit autour de cet accident. Au Cameroun, on a une fois de plus perdu 16 de ses valeureux compatriotes à l'autel, malheureusement, des accidents de la circulation. Quelque chose qu'on n'a pas voulu, surtout quand on allait enterrer un mort. Toutes nos condoléances aux différentes familles, parce qu'au-delà de la famille nucléaire, il y a également des familles par alliance de ces 16 personnes-là. C'est assez difficile quand même de perdre des gens dans ces conditions, des conditions assez effroyables. Pour l'instant, on n'est pas suffisamment fixé sur les causes réelles de cet accident-là, mais on parle de l'état de la route, on parle également de l'étroitesse davantage de la route. Une fois de plus, on a l'habitude de le dire, en fait on a l'habitude de le dire, que la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Mais ici, il est davantage question de démontrer à l'opinion nationale que la route
constitue de plus en plus un danger, surtout l'axe reliant Douala-Yaoundé, qui est un axe extrêmement accidentogène. Je l'ai titré l'axe de la mort. Je vous rappelle que Douala-Yaoundé, c'est à peu près 196 km de route, une voie à sens pratiquement unique, parce qu'au départ, à la création de cette route, le but était de l'élargir au fil du temps. Il se trouve malheureusement que depuis le 31 décembre 2021, on s'est essayé avec l'autoroute, avec la mise en place de l'autoroute dont le chantier a été lancé il y a 9 ans. En 2014, on s'est rendu compte effectivement qu'une partie de cette autoroute, notamment entre Yaoundé et Bodidi, la route a été quelque peu élargie à hauteur de pratiquement 60 km, avec 25 km de voies de raccordement sur la nationale numéro 3. Il se trouve malheureusement que les 136 km qui quittent justement de là pour Douala sont encore en chantier. Les travaux, les études de faisabilité qui ont été rendus publics depuis 2017 attendent toujours qu'on passe à la matérialisation effective, alors que les financements de Exim Bank, selon les informations que nous avions, à hauteur de 85%, étaient disponibles. Aujourd'hui, on continue d'attendre. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi le chantier ne démarre pas réellement? Vous avez vu, même les travaux d'extension de la pénétrante du côté de Yassa ont été freinés. On a vu le ministre des Travaux publics descendre, accuser même les entreprises qui étaient chargées de gérer ces différents dossiers en disant qu'il allait résilier les différents contrats. Mais vous savez, entre les discours et les actions, le fossé est très souvent grand. Donc voilà 136 km justement qui continuent à faucher des villes. Le trottoir, en fait, la chaussée est tellement exigu qui devient pratiquement un danger pour les usagers de parcourir cet axe-là sans pour autant éviter des accidents. Surtout quand on sait qu'il y a également des mauvais dépassements. À ces mauvais dépassements-là, il y a également l'état de la chaussée qui est jonché de nids de poules. Je vous assure, quand vous faites cet axe par route, surtout si vous avez un petit véhicule, vous avez des sueurs froides à chaque kilomètre jusqu'à arriver à Yaoundé. Je crois que quand vous arrivez au péage de Yaoundé, vous finissez par faire un signe de croix, parce que, et vice-versa, hein, parce que vous avez réussi à échapper à la mort d'une manière ou d'une autre. Il se trouve malheureusement que même les autres secteurs du transport ne sont pas suffisamment développés. On parlait encore naguère du transport aérien qui coûte extrêmement cher au Cameroun, parce que seuls les impôts constituent, je dirais, les 2/5 du prix du billet d'avion entre Douala et Yaoundé, quand le chemin, la voie ferrée également n'est pas suffisamment développée, parce que la rotation en termes de trains voyageurs n'est pas aussi importante pour permettre aux populations de choisir entre la route, le chemin de fer ou la voie aérienne. Donc, ce sont des choses qui devraient malheureusement interpeller les gestionnaires, les pouvoirs publics, les gouvernants, pour trouver des solutions idoines. Et là, on interpelle le ministère des Travaux publics et celui du développement de l'habitat et du développement urbain. Merci Thierry Nopé, 16 morts dans un accident de la circulation dont est venu à EDA. Le compte rendu, les circonstances dans les journaux qui apparaissent ce matin. On parle d'un autre sujet d'actualité. À la une de Cameroun Tribune, on évoque la téléphonie mobile et les sanctions de l'Agence de régulation des télécommunications. 6 milliards de francs CFA infligés à l'ensemble des 4 opérateurs de téléphonie mobile qui exercent au Cameroun. Thierry Nopé, non, j'avais dit Bernard Batana, on avait pour la question, après les sanctions, Warnex, est-ce qu'on peut être satisfait de ces sanctions-là pour l'usager, le consommateur? Il faut rappeler que ces sanctions arrivent à la suite d'un mouvement déclenché par les consommateurs justement de téléphonie mobile, qu'on a baptisé mode avion, qui avait pour objectif de boycotter, de se mettre en mode avion pendant 2 heures dans la journée pour dénoncer un certain nombre de choses, c'est-à-dire que la mauvaise qualité de téléphonie et puis les prix exorbitants. Et dans ce mouvement, je crois que les consommateurs avaient émis une doléance, celle de voir baisser le prix du coût d'appel téléphonique. C'est à ça qu'on s'attendait. Mais plutôt, on voit des sanctions infligées par le régulateur.
Est-ce que le problème des consommateurs a été résolu quand on inflige des sanctions aux entreprises de téléphonie mobile? On s'attendait à ce qu'on nous dise que, bon, désormais, le prix d'un appel va enfin, je dis n'importe quoi, de 100 francs à 50 francs. C'est ce que le consommateur final attend. C'est ce qui a motivé cette opération du mode avion. Mais tout se passe comme si les consommateurs, ils ont posé un problème et c'est le régulateur qui en tire les bénéfices. Qu'est-ce que le consommateur final tire de cette sanction infligée aux entreprises de téléphonie mobile? Rien du tout. On reste dans le statu quo. On reste dans la situation où le même service qu'on décriait avant est le même. Mais entre-temps, on a infligé des sanctions. Moi, je pense qu'il y a quand même une sorte d'imbroglio dans les sanctions, entre les sanctions entre les sanctions infligées par le régulateur et les revendications du consommateur final. Thierry Diopin, est-ce que ces sanctions sont de nature à amener à ces opérateurs à de meilleurs sentiments, au moins c'est sur la qualité du réseau, même si on ne baisse pas encore le coût de l'appel et autres? Je partage entièrement l'avis de Bernard sur ce qui a été fait. Alors on a l'impression que la population, les consommateurs ont revendiqué, et c'est le régulateur qui en tire les bénéfices, alors qu'on se serait attendu à ce que le résultat final, que le consommateur final... pas forcément pour mettre dans la poche des gens de là, c'est aussi parce que, par exemple, on a dit que, Cameroun Timini dit que c'est pour acquérir de nouveaux équipements de contrôle, par exemple. C'est pas comme si c'était un argent qui... Je vous mettrai au défi de nous dire exactement, moment venu, combien des 6 milliards de francs CFA sont exactement allés à l'achat de l'équipement. Je ne sais pas si après avoir fait cela, ils viendront nous donner les factures en disant que voici ce que cela a coûté. Et quand bien même cela se ferait à la Mercuriale, il y a tout ce que l'on peut savoir autour de la gestion des marchés publics. Chez nous, là n'est pas le problème. Le plus important, c'est que est-ce que le consommateur lambda qui est au cœur de cette action a été satisfait? Je vous assure que c'est non. La qualité du service est de plus en plus désagréable. On nous avait dit, on nous avait annoncé qu'on rembourserait les datas non consommées. Il y a un opérateur, je ne vais pas faire plus sur la compte publicité de l'un, il y a l'un des opérateurs qui le fait et l'autre ne le fait pas du tout. Je vous rappelle que quand on regarde également l'accès au réseau, le coût de la communication au Cameroun est extrêmement cher. Ces 6 milliards de francs CFA réinjectés certainement dans le circuit auraient permis aux opérateurs, aux consommateurs d'être quelque peu satisfaits. Mais l'achat des équipements de surveillance, il n'a pas fallu les équipements de surveillance pour pousser les consommateurs à lancer le mode avion. Je continue à croire, loin de pousser les uns et les autres à l'insurrection, je continue à croire que tant que le peuple comprendra où se trouve ces vrais combats, je crois que les choses bougeraient. Tant que la situation ne change pas, vivement que les Camerounais reprennent le pouvoir pour amener à la fois le régulateur, le ministère des Postes et Télécommunications et les différents opérateurs du secteur qui n'investissent pas réellement dans la qualité du service. Il faudrait que le consommateur, disais-je, fasse bouger les lignes pour espérer effectivement que la situation change. Téléphonie mobile, donc des amendes. Et après, sujet à la une de Cameroun Tribune. Sortons en 1 minute chacun. Monsieur avait la une du Messager qui parle de la FECAFOOT. Il y a eu une assemblée générale samedi dernier. Eto'o qui s'est exprimé. Il a parlé du mondial 2022, du cas Onana, du mandat, la durée du mandat du président qui veut revenir à 4 ans et non plus 7 ans comme adopté par l'Assemblée générale. Un mot rapidement. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Il faut dire que le président de la FECAFOOT s'est arrimé aux normes de la FIFA. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression après l'adoption des 7 ans. Une Olympiade, c'est 4 ans. Cela devait coïncider avec le mandat de tous les démembrements de la FIFA. Une Olympiade, c'est 4 ans. Donc le mandat, normalement, de la FECAFOOT, qui est un démembrement de la FIFA, devait suivre le mouvement de la FIFA. Bon, maintenant,
il y a eu 2 sujets importants qui ont transpiré de cette rencontre-là. C'est le sujet de Onana, le gardien. Et puis, je crois que le président de l'Africafoot a donné une leçon. Il reste au sélectionneur. Que chacun prenne ses responsabilités. Il reste au sélectionneur. Parce qu'il a été élu, il a été nommé pour ça, de gérer le cas Onana. Il ne s'agit pas de le gérer sur un plateau de télévision, ou bien dans la rue, ou bien dans les réseaux sociaux, comme on a tendance à le faire. Thierry Nopé, le cas Onana, durée du mandat, Coupe du Monde. Je continue à croire que la balle est dans le camp de Rigobert Song. On l'a toujours dit, tout grand joueur a ses caprices. Hein. Tout le monde sait. Aujourd'hui, c'est le cas Onana, mais tout le monde sait également que le cas Eto'o a suffisamment posé des problèmes aux entraîneurs tout au long de sa carrière, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Donc, les grosses têtes se comportent très souvent comme telles, et c'est très souvent à l'entraîneur de trouver le juste milieu pour permettre justement qu'il y ait une cohésion dans ses effectifs. Pour ce qui est du rétro-pédalage de Samuel Eto'o, aujourd'hui, il y a une sorte de récupération où certains médias laissent transparaître que c'est Eto'o qui a dignette, mais non, Eto'o n'a pas dignette au mandat de 7 ans. Si on a laissé courir pendant toute cette période, on vous rappelez sur ce même plateau, on s'était insurgé contre cette décision-là. Aujourd'hui, il est revenu à de meilleurs sentiments, on espère simplement, en se référant effectivement à ce que la FIFA a dit. Je crois que ce n'est qu'une bonne chose. Espérons que la fin de son mandat sera au moins teintée de beaucoup de résultats. Merci Thierry Nopé, merci Bernard Batana. On a été complet ce matin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Innocent Abega et Emos Fongo à la réalisation. Allez, rendez-vous demain à 9h20. Restez sur Kinos Télévision. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.